Lundi 20 novembre 2017, partout où vous nous recevez, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal et c'est bien parti. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM, a tenu ce samedi 18 novembre sa réunion ordinaire au domicile de son président national, ACI, de Chérif Ousmane Madani Haïdara. L'ordre du jour portait, entre autres, sur la synthèse des activités menées au cours du mois de la solidarité et l'implication des différentes associations musulmanes. La ziara des Donyumana, prévue pour le samedi 25 novembre 2017, le contrôle des tâches et missions assignées à certains membres du groupement et les préparatifs du Maouloud 2017, notamment le thème central qui sera choisi par les imams du groupement et la formation des prêcheurs sur un module unique. À présent, nous vous proposons d'écouter quelques propos recueillis par Bouya Koulibaly. Aujourd'hui, c'était une réunion traditionnelle du groupement. Donc, on a commencé à recevoir des partenaires, des visites des autres associations pour prendre leurs doléances et les communiquer à qui de droit. Ça, c'est le rôle normal du groupement. Après, nous avons parlé de la conclusion du mois de solidarité, faire la synthèse et remercier les shérifs d'avoir été les parrains pendant ce mois de solidarité. Ensuite, nous avons parlé du problème du Maouloud, la préparation du thème qui va être consacré au Maouloud. Donc il y avait la commission des imams ici qui va choisir le thème pour la semaine prochaine. La réunion quand même s'est très bien passée. Surtout on vient de terminer une grande activité qui a honoré tout le groupement à travers son président qui avait été nommé par nos hautes autorités parrain du mois de la solidarité. Donc nous avons parlé des activités que nous avons menées. Et le président de la commission qui était chargé de l'organisation de ces activités a passé en revue les différentes activités que nous avons faites et l'implication de toutes les organisations religieuses, de l'AMIPI au Haut Conseil islamique, à l'UNAFEM et à la Limama. Donc toute leur implication a été saluée par les membres du bureau exécutif. Par rapport au Maouloud, le groupement quand même, on peut dire dans une semaine sera fin prêt, non seulement pour dégager le thème, et en même temps pour faire les formations sur les prêcheurs concernant les différents thèmes qu'on va prendre pour le Maouloud. Et l'objectif de ces formations, c'est d'uniformiser les discours lors du Maouloud. Parce que les mêmes discours que vous allez entendre ici, par un membre du groupement, un prêcheur du groupement, vous partez à Sikasso, vous partez à Kaï, c'est le même discours que vous allez entendre. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait des discordances entre les discours. Et raison pour laquelle nous faisons une séance de renforcement des capacités des prêcheurs. Le samedi 18 novembre s'est tenue une conférence de presse organisée par le collectif Sauvons les rails avec comme objectif principal informer l'opinion publique nationale sur les difficultés du train voyageur Bamako-Dakar via la capitale des rails. La rencontre avec la presse a eu lieu le week-end dernier au carrefour des jeunes de Bamako, Abdelkarim Sako et Samba Traoré. La présente rencontre du collectif Sauvons les rails avec la presse vise, selon les organisateurs, à partager les informations sur les problèmes du train voyageur avec les vecteurs de l'information, entendez par là la presse, mais aussi et surtout l'évolution de la mise en œuvre des engagements pris par les plus hautes autorités du pays à mettre sur les rails le train voyageur Bamako-Kaï au plus tard le 31 décembre prochain. Récemment, nous avons rendu visite au dépôt, notamment à Kourofina. Là, on répare les trains voyageurs pour constater l'état d'avancement des travaux. C'est là-bas nous avons constaté qu'une première rame avait déjà pris fin. La partie sécurité, parce qu'ils ont divisé les travaux en deux parties. Une partie sécurité, une partie confort du voyageur. Dans la partie sécurité, en ce qui concerne les systèmes de freinage et autres, ça c'est déjà OK. Ça ne reste que maintenant à réhabiller les chaises et autres pour mettre le voyageur dans un confort. Donc ça c'est un peu ce qui en est de l'accord avec le gouvernement. Donc ça doit expirer le 31 décembre et nous observons ce délai. Au dire des conférenciers, de nouvelles locomotives auraient été promises par les pouvoirs publics et la révision des trains dans un état vétuste pour un montant de 4,6 milliards de nos francs. 4,6 milliards, ça a été dit lors de la rencontre du collectif qui avait réuni le collectif avec la partie gouvernementale représentée par le ministère des Transports.
Donc la partie gouvernementale, c'était le SEGAL, le secrétaire général du ministère des Transports qui avait présidé la rencontre, s'était engagé à débloquer 4,6 milliards et pour ramener les trains voyageurs, pour remettre en service les trains voyageurs de façon efficace dans un délai répressif de 6 mois. Mais récemment, lors de notre dernière visite à la société, à la compagnie ferroviaire Dakar-Bamako, Dakar-Bamako Ferroviaire, communément appelée DBF, il nous a été dit que 5 francs n'a pas été encore débloqué par l'État et que tous les travaux engagés sont pour le moment sur fonds propres. Donc les 4,6 milliards n'ont pas été débloqués. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le retour du train voyageur. C'est pour ça que nous nous battons pour le bien-être de toutes nos populations riveraines des rails. Répondant à une question d'un confrère, le président du collectif dira qu'au-delà du 31 décembre prochain, si les engagements pris ne sont pas respectés, d'autres actions d'envergure feront l'objet d'une réaction de leur part. Merci beaucoup. Alors, nous continuons toujours le cours de ce journal. La cérémonie de clôture du séminaire Femmes, dettes et microcrédits tenu à Bamako du 15 au 19 novembre 2017 a eu lieu samedi 18 novembre au Centre de formation des collectivités territoriales CFCT, placé sous les thèmes « Quelles difficultés et quelles alternatives ?» Amadou Kamara et Mohamed Sidibé nous en disent plus. Ce séminaire, organisé par les femmes du réseau CADTM Afrique, venues du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Maroc, du Niger, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Togo, ainsi que d'Argentine, réunies pour la 3e session sur le thème Femmes, dettes et microcrédits à Bamako, au Mali, du 15 au 19 novembre 2017. Concrètement, nous sommes à la 3e édition de cet atelier. Il s'agit tout simplement d'éradiquer le taux élevé des microcrédits, de lutter contre le surendettement et les dettes illégitimes. D'abord, durant les 4 jours, nous nous sommes penchés sur des points comme d'abord éradiquer, sinon diminuer le taux d'intérêt sur les crédits. Ensuite, nous avons évoqué le PAS, c'est-à-dire le programme d'agissement structurel, les impacts sur les femmes. Les femmes sont les premières victimes de tout PAS. Quand le mari ne travaille pas, c'est la femme qui en souffre. Ensuite, les enfants. Et quand les enfants ne sont pas bien éduqués, tout retombe sur la femme. En effet, depuis les années 1980, les institutions de microcrédits ont proliféré sur le continent africain, ciblant tout particulièrement les femmes, alors que la crise mondiale du système capitaliste, économique, financière, sociale, énergétique, écologique et de civilisation aggrave la misère et la précarité. Nous continuerons la lutte contre les systèmes de microcrédit et nous mettrons des stratégies pour mettre fin à leur stratégie de nous appauvrir. Nous lutterons pour mettre fin à ces systèmes de microcrédit qui viennent, au lieu d'autonomiser les femmes, ils viennent appauvrir les femmes. Ces systèmes de microcrédit qui viennent voler les pauvres. Aujourd'hui, au lieu que les microcrédits puissent contribuer à l'autonomisation de la femme, ce sont les pauvres qui financent les riches. Pendant les 4 jours, on a discuté par rapport à la problématique dette au niveau macro, ça veut dire au niveau de la dette publique, et également on a discuté des problématiques dette au niveau micro, ça veut dire que la dette au niveau du privé. Donc pourquoi on a discuté de cela? C'est très simple, je l'ai dit, parce qu'on a remarqué que depuis des années, nos pays se sont endettés à partir déjà de la dette coloniale. Les accords de partenariat économique APE et l'endettement toujours grandissant imposé aux pays en voie de développement plongent les populations dans les cercles infâmes de l'austérité, du chômage et de la misère. Je vais commencer par dire, après le témoignage de cette femme qui n'a pas pu venir pour témoigner les crimes et les souffrances qu'il a subi à cause de
à cause de l'escroquerie de l'institution de la microfinance, je dis que nous sommes là pour ça, pour soutenir les victimes de la microfinance, pour ne le laisser pas seul devant la menace, l'harcèlement et les mensonges de ces institutions, les vampires qui absorbent le sang et qui investissent la pauvreté pour augmenter leurs bénéfices. Nous sommes là pour ramener et apporter une forte solidarité avec ces femmes victimes de microcrédits, micro-arnaques. Les femmes séminaristes exigent parallèlement l'audit des institutions de microcrédit comme celui de la dette publique en vue de l'annulation des dettes illégitimes. Elles demandent en outre que toutes les victimes du microcrédit reçoivent des réparations pour les préjudices subis. Alors à présent, nous vous proposons de suivre le tour d'horizon de l'actualité africaine en bref et en images, commenté par Marietou Diallo. Dimanche, dans un discours à la nation, Robert Mugabe a défié ses adversaires. Menacé de destitution, ce dernier a affirmé qu'il présiderait le mois prochain le congrès du ZANU-PF dont il a été exclu plus tôt dans la journée. Alors que la ZANU-PF avait annoncé son intention d'entamer une procédure de destitution si le président ne remettait pas sa démission d'ici lundi à la mi-journée. Les décisions du parti ont été saluées par une population avide de changement dans un pays ruiné où le taux de chômage avoisine les 90%. Lors de ses discours télévisés, Robert Mugabe était entouré de hauts gradés. L'armée, qui a pris le contrôle du pays dans la nuit du mardi et mercredi, à la suite de l'éviction du vice-président, a assigné le chef de l'État à résidence. Une importante frange de la minorité anglophone du Cameroun s'est résolument radicalisée ces dernières semaines, conséquence notamment de la répression menée par les autorités de Yaoundé. Fait nouveau, ils prennent désormais la parole anonymement et sous couvert de certaines garanties de sécurité. Les leaders en exil de l'Amazonie sont passés de l'autodéfense à l'exaltation au combat. Au sujet du pétrole en particulier, les anglophones se plaignent de n'en toucher aucune retombée. La Société nationale de raffinage, la compagnie pétrolière publique, est basée à Limbé, mais aucun de ses directeurs généraux n'a jamais été anglophone. À la différence des revenus de l'exploitation forestière, en partie redistribués en province, l'argent de l'or noir va directement à Yaoundé. La Cour suprême du Kenya a validé ce lundi 20 novembre 2 recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre. Le juge David Maraga, annonçant le verdict des 6 magistrats de la Cour, a indiqué qu'elle avait rejeté les 2 recours en annulation en les jugeant non fondés. Pendant 2 jours, la Cour a examiné les 2 recours déposés par un homme d'affaires et ancien député proche de l'opposition et par 2 responsables d'ONG. Elle a écouté leurs avocats arguer que la commission électorale aurait dû procéder à une nouvelle sélection de candidats après l'annulation de la première élection et mettre en cause le manque d'indépendance de cet organe, incapable à leurs yeux de garantir un scrutin libre et équitable. Le gouvernement libyen d'union nationale, évoquant des actes inhumains, a affirmé dimanche qu'une enquête avait été ouverte sur des cas d'esclavage près de la capitale Tripoli à la suite d'un documentaire choc de la chaîne américaine CNN. Les faits décrits, qualifiés d'actes inhumains et contraires à la culture et aux traditions du peuple libyen, font l'objet d'une enquête. Tout en rappelant son engagement total et clair envers la Charte des Nations Unies ainsi que son attachement au texte criminalisant le commerce des personnes, Tripoli a toutefois critiqué la position des pays de la région sur le dossier. Et à présent, on termine ce journal par le sport athlétisme. À une semaine de l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne d'athlétisme prévue pour le 25 novembre 2017 dans la salle de conférence du stade du 26 mars de Yirimadio, la présidente de la Fédération, Sangaré Aminata Keïta, au terme d'un mandat de 4 ans, a présenté son bilan d'activité, un bilan qu'elle juge satisfaisant, même si elle reconnaît que beaucoup reste à faire toujours. Nous l'écoutons au micro d'Issouf Koulibaly. Avant de parler de mon bilan, je peux exprimer toute ma fierté d'être femme et d'être ici et me représenter pour un nouveau mandat à la tête de la fédération. Parce que c'est dommage que certains esprits vraiment pensent que en plein 21e siècle,
qu'une femme ne soit pas là à la tête de la fédération. Je peux vous dire que j'ai été toujours à côté de l'athlétisme. C'est une passion pour moi. J'ai été toujours là depuis jeune. Je l'ai pratiqué et mon souhait maintenant, c'est que ce que je n'ai pas pu faire quand j'étais athlète, puisse le réaliser en tant que responsable. Et c'est pour cela, quand on a commencé en 2013, il y avait des projets qu'on avait initiés. D'abord, la rénovation du siège qu'on a réussi. Vous-même, vous êtes là parce qu'on ne peut pas travailler sereinement et si on n'a pas un siège vraiment assez décent. Nous avons pu organiser des stages d'entraîneurs et des stages des officiels techniques aussi. Et aussi, nous avons pu organiser des compétitions et en les catégorisant. Vous savez, avec toutes ces compétitions, et aussi augmenter le niveau des athlètes. Aussi, nous avons eu à faire la recherche des bourses de compétition pour nos athlètes au niveau des centres de Dakar, au niveau des centres locaux de Lomé. Aussi, à la suite de tout cela, nous avons eu à avoir beaucoup de médailles qui a augmenté de 40% pour les compétitions au niveau sous-régional et international. Et le nombre, c'est 271 médailles qu'on a pu avoir, toutes médailles confondues, junior, et je vais dire or, argent et bronze. Mais l'apporteuse dans tout cela, c'est le jeu de la francophonie, où on a pu obtenir 4 médailles, disons 3 médailles, une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Nous pouvons peut-être associer un peu la 4e médaille, l'handisport, qui travaille aussi avec nous en athlétisme. Aussi, pendant ce mandat, nous avons pu travailler avec les ligues en les subventionnant, ce qui est une première. Toutes les ligues ont été subventionnées pour organiser les championnats au niveau des régions. Et aussi, on a pu avoir un peu d'équipement pour toutes ces ligues-là. Parce que le mal dans les régions, c'est qu'ils ne disposent d'absolument rien. Pour les perspectives, je pense que c'est une continuité. Nous allons continuer à organiser des stages. Et ce qu'on n'a pas pu faire, ça a été le bémol au niveau du mandat passé, et des stages bloqués pour les sportifs. Parce qu'on a constaté, après les compétitions, surtout des cadets, nous faisons la sélection des meilleurs cadets, mais après, il n'y a plus rien. Donc, nous ambitionnons faire des stages bloqués au niveau des cadets, à tous les niveaux d'air, pour qu'ils puissent augmenter les performances. Nous voulons continuer à travailler avec les ligues en les aidant pour l'acquisition des sièges. Parce que vous savez maintenant, l'administration du sport en général, ce n'est plus ce qu'on voyait dans le temps. Et tout se fait par le net, tout se fait, c'est pas le papier, mais c'est le téléphone, les nets et autres là. Aider les ligues à avoir des sièges. Comme cela, le travail sera mieux fait. Et aussi, nous ambitionnons avoir l'équipement adéquat pour l'athlétisme. Nous voulons équiper la fédération aussi d'autres équipements comme l'équipement du saut à la pêche qui ne se fait pas ici. Le saut en hauteur, on n'a pas l'équipement qu'il faut. Et aussi les haies autres là. Donc c'est entre autres l'équipement qu'on veut acquérir. Voilà, c'est avec cet élément sportif qui prend fin à votre journal. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Juste après ce journal, vous allez retrouver tout à l'heure Moussa Fomba pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve demain. Merci et à très bientôt.